Bienvenue sur le podcast de la tête aux fesses. Aujourd'hui, on vous parle d'un sujet relativement encore tabou, souvent et depuis longtemps banalisé, encore banalisé aujourd'hui, je trouve, puis utilisé aussi pour shamer les personnes menstruées avec... En tout cas, une remise dans la face bien souvent de nos humeurs qui sont fluctuantes. On parle malheureusement pas beaucoup du cycle menstruel en général, mais on focus sur deux affaires. Le SPM, donc où on utilise souvent des stéréotypes de filles de crise folle ou de femmes frustrées ou d'hystériques. Puis de l'autre côté, on parle beaucoup d'ovulation pour... éviter de tomber enceinte, en fait, dans notre éducation à la sexualité. En tout cas, pour moi, qui a 38 ans, c'était comme ça quand j'étais jeune. De vraiment venir focusser sur un peu la peur d'attraper une ITSS ou de tomber enceinte. Donc, plutôt que, en fait, de parler du cycle menstruel de façon globale pour vraiment mieux vivre avec. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de comment mieux vivre avec notre cycle menstruel, notre cycle hormonal. Puis j'ai vraiment envie de commencer l'épisode en nommant que on banalise encore aujourd'hui beaucoup, on invisibilise les femmes beaucoup dans la science, dans la médecine, etc. Puis j'ai pas l'impression que ça soit anodin dans ce monde-là qui est bâti, créé par et pour les hommes, d'invisibiliser ou de vouloir taire un peu cette partie-là, parce qu'une femme qui est en mesure de bien comprendre son cycle menstruel, son cycle hormonal, c'est quelqu'un qui reprend en fait un peu son pouvoir. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec Jeanne de Sexe aux soins. Allô, Jeanne. Allô, merci comment de me recevoir. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis full contente. Hey, comment tu vas? Comment t'arrives aujourd'hui? Ça va bien, je me sens comme pleine d'énergie, surprenamment parce que je commence ma phase menstruelle aujourd'hui ou demain, fait que c'était comme un drôle de timing pour faire un podcast, mais comme ça va super bien, puis tu sais, il fait beau dehors, fait que j'étais super contente de venir. Ah, merci d'être là. Que j'aimerais commencer par l'idée de te présenter, puis c'est drôle parce qu'on en parlait juste avant de commencer, puis j'aimerais ça que tu te présentes l'humaine que t'es, en fait, puis après ça, on passera à ce que tu fais. Oui, fait que dans le fond, c'est ça, je m'appelle Jeanne, j'ai 25 ans, puis je suis quelqu'un de super passionné dans la vie, je suis passionnée par beaucoup de choses, un peu TDAH aussi, fait que tu sais, je m'embarque dans plein de projets, la tête première, tu sais, je suis vraiment fonceuse. J'aime beaucoup aussi tout ce qui est plein air. Je suis quelqu'un de très active aussi. J'aime ça être à l'extérieur, découvrir des nouveaux endroits. Fait que ça résume pas mal ma personne, mon corps, là, en fait. Là. C'est le fun. Oui. Puis, qu'est-ce que tu fais, en fait, dans la vie? Qui t'es toi au niveau professionnel? Puis, pourquoi t'es ici, finalement? Oui, ben moi, je suis infirmière clinicienne à la base. J'ai commencé dans le réseau comme la majorité des infirmières. J'ai travaillé dans plein de choses. Je me suis vraiment cherchée beaucoup au niveau professionnel parce que je sentais que le milieu hospitalier, c'était peut-être pas tout à fait pour moi. Fait que j'ai essayé plein de choses. J'étais allée en pédiatrie avec les enfants. J'ai fait de la salle d'accouchement, du postpartum, du centre jeunesse aussi. J'ai passé par l'enseignement un petit peu brièvement. Tu sais, j'ai vraiment essayé plein de choses en pas beaucoup de temps parce qu'au final, je suis infirmière depuis 2020. Fait que ça fait juste 5 ans. Quand même, j'ai essayé vraiment plein de choses depuis ce temps-là. Ouais. Puis finalement, j'ai vraiment développé une passion pour tout ce qui était santé sexuelle, santé hormonale. J'ai décidé d'aller me spécialiser dans le domaine. Justement, j'ai fait un certificat en santé sexuelle parce que j'ai découvert que vraiment le côté humain, accompagnement, être plus en proximité puis en prévention, promotion de la santé plutôt que vraiment dans le curatif puis traiter les symptômes spécifiquement, c'est vraiment ça qui me parlait. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de bâtir ma pratique privée qui s'appelle Sexe aux soins. Puis à partir de là, ben justement, j'accompagne autant par des ateliers, des conférences que des accompagnements individuels les personnes souvent qui sont menstruées ou qui ont eu un utérus, un cycle hormonal au courant de leur vie. Puis j'accompagne aussi au niveau de la santé sexuelle, fait que tout ce qui est les écarts de désir dans le couple, l'image corporelle, la communication, ça c'est toutes des choses que j'aime beaucoup parler et la connexion au corps. Fait que ça c'est tout vraiment relié aussi avec le cycle hormonal. Les personnes viennent me voir pour un sujet, mais au final, on finit tout le temps par parler de tout ce qui est autour de ça parce que je trouve que c'est tout vraiment connecté, mais je suis super passionnée par ça, puis c'est vraiment
ma mission de vie d'en parler puis de pouvoir travailler dans ce domaine-là, c'est vraiment une chance pour moi. Là. Yes, je te file. Je sens tout ton enthousiasme, puis on n'a pas connecté pour rien aussi là, à propos de ça. Fait qu'on rentre là-dedans directement. Souvent, on parle du cycle menstruel en parlant des saisons ou des archétypes. Ouais. J'aimerais ça qu'on commence juste en nommant justement là, la base au niveau hormonal peut-être, puis après ça, on pourra comme rentrer dans chaque phase. Ouais. Parce que c'est ça, le cycle menstruel est comme long entre normalement 21 à 35 jours, là, plus ou moins. Puis c'est aussi associé à une fluctuation d'hormones. Souvent, tu sais, on se shame soi-même parce que on a des variations d'humeur. Puis finalement, quand on se met à comprendre notre cycle, puis qu'on fait comme, OK, j'ai comme, là, j'ai une drop d'estrogène ou de progestérone ou des deux, puis finalement, je vais être menstruée. Tu sais, il y a comme quelque chose, en fait, à la base dans l'idée de comprendre les hormones qui sont associées aux phases, qui nous aident vraiment à moins se juger, en fait, à travers tout ça. Là. 100%. Je te laisse aller dans le développement un petit peu, puis on part avec ça. Parfait. Ben, tu sais, de base, je pense que tu l'as bien expliqué, mais on est des personnes cycliques. Les personnes qui ont un utérus, qui ont des menstruations, on est des personnes cycliques, puis c'est attendu de nous qu'on fonctionne sur un cycle de 24 heures comme une personne, mettons, avec un pénis qui n'a pas d'utérus, qui n'a pas d'ovaire, qui n'a pas de cycle menstruel, puis que leur cycle, c'est le cycle juste circadien. Yes. Nous aussi, on a notre cycle circadien. J'ai de la misère de le dire un peu ce matin. Comme un cirque. Mais en plus, on a notre cycle hormonal. Ouais. Fait que, tu sais, on peut pas être stable tout le temps sur 24 heures, à chaque jour, se présenter de la même façon, être de bonne humeur, avoir de l'énergie. C'est impossible pour nous. C'est important de savoir que, encore là, le cycle menstruel, c'est pas la seule chose qui a une influence. Tu sais, la preuve, c'est que là, je suis là aujourd'hui, je vais commencer ma phase menstruelle, puis je suis quand même super contente d'être là, puis tout va bien. Mais moi, je l'utilise vraiment comme outil pour apprendre à être doux avec soi-même, pour apprendre à écouter les besoins de notre corps, puis justement, faire des petits ajustements au quotidien pour que on puisse être fonctionnel puis se sentir bien au final dans toutes les phases puis dans toutes nos variations. Les jours que ça va pas bien puis les jours que ça va bien. Mais c'est parce qu'on peut comprendre aussi pourquoi ça va moins bien. Puis je veux dire, on peut pas tout mettre là-dessus. Puis je pense qu'aujourd'hui, on va parler justement globalement de ce que c'est. Mais tu sais, il y a des gens qui sont super enjoués ou plein d'énergie, mettons, dans leur ovulation ou dans leur phase folliculaire, mettons, puis moi, dans mon ovulation, souvent, je me sens comme une vraie marde. Fait que, tu sais, ce sont des grandes lignes, mais on peut pas vraiment comme juste catégoriser puis rester dans cette petite boîte. Exact, ouais. Fait que de base, le cycle menstruel ou juste le cycle hormonal aussi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de menstruation, mais qui ont quand même un cycle hormonal. T'sais, on pense à toutes les personnes justement en périménopause, en postménopause. Il peut quand même avoir certains changements au niveau des hormones. Fait que les deux hormones qu'on entend le plus souvent parler, c'est vraiment l'estrogène puis la progestérone. Fait que ça, c'est comme les deux hormones sexuelles qui vont être produites au courant de notre cycle. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il va y avoir d'autres hormones qui sont libérées plus au niveau du cerveau, là, fait que la FSH, la LH. Ceux-là, c'est un petit peu plus complexe de comment ça va aller stimuler les autres hormones puis tout ça, fait qu'on n'en parlera pas beaucoup aujourd'hui. Non, gardons ça. On va focusser plus sur l'estrogène puis la progestérone. Ouais. Fait que dans la première partie du cycle, ben on commence avec les menstruations. Bien sûr, des fois, il y a certaines personnes qui peuvent penser que les menstruations, c'est comme la fin du cycle parce que c'est comme le gros événement au final. Tu sais, quand on pense au cycle menstruel, ben on pense aux menstruations, tu sais. Mais c'est vraiment la première phase. Fait que notre jour 1, c'est la journée qu'on commence à avoir nos menstruations. Puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que vu que nos hormones sont au plus bas, autant l'estrogène que la progestérone, c'est ça qui va causer que les parois de l'utérus, l'endomètre, vont se libérer par les voies vaginales puis qu'il va y avoir un saignement rendu là, tu sais. Fait que ça, c'est la période qu'on a à notre plus bas. Après ça, on a la phase folliculaire. On y reviendra tantôt pour expliquer un petit peu plus les archétypes puis à quoi c'est associé, comment on peut se sentir dans notre corps. Mais en phase folliculaire, on a la première hormone qui est l'estrogène qui commence à remonter tranquillement. Encore là, j'insiste sur le mot tranquillement parce que on finit pas nos menstruations puis le lendemain, on est à notre top d'estrogène. Ça prend du temps. Ouais. Tu sais, c'est à peu près 2 semaines. Ça varie vraiment beaucoup cette phase-là selon les gens. Mais pendant ces 2 semaines-là environ, ben c'est là que ça va augmenter progressivement puis qu'on va sentir un peu notre vitalité puis notre énergie remonter. Ouais. Jusqu'à ce qu'on soit rendu à la phase ovulatoire. Puis
cette phase-là, c'est là qu'on est vraiment à notre pic là, au niveau de l'estrogène. Fait que l'estrogène en tant que tel, qu'est-ce qu'elle va faire dans notre corps? C'est qu'elle va nous faire sentir belle, elle va nous faire sentir énergique dans plusieurs cas, mais encore là, c'est important de savoir qu'il y a des personnes qui vont être super inconfortables, qui peuvent avoir des fois des inconforts au niveau abdominal, tu sais, des petites crampes. On les sent souvent, en tout cas, moi je le sens, mon ovulation, là, tu sais. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que dans les ovaires, il y a des petits follicules qui vont contenir l'ovule qui va être relâché, justement, puis ils grossissent progressivement avec l'estrogène, puis tout ça, donc ça se peut qu'on le sente parce que justement, cet ovule-là, il grossit, puis il va être prêt à être relâché, puis il y en a plein de petits sacs de follicules dans les ovaires. Fait que des fois, ça peut être pour ça aussi qu'on a un peu d'inconfort. Ouais. Après ça, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, quand que l'estrogène est à son pic, il va aussi avoir de la testostérone qui va être libérée autour de l'ovulation. Puis ça, ben, c'est bien fait parce que le corps veut, dans le fond, qu'il y ait une fécondation. Fait qu'il va augmenter le désir sexuel. Tu sais, la testostérone va avoir ce rôle-là. Donc oui, même les personnes avec un utérus vont sécréter de la testostérone, qui est plus souvent associée à une hormone masculine. Ouais. Mais oui, c'est complètement faux, là, en fait. C'est ça, exactement. Fait que tout le monde produit de la testostérone. Exact. Puis ça a son rôle à jouer dans tout ce qui est justement la fonction sexuelle. Fait que l'envie d'avoir des relations sexuelles à cette période-là, qui est la période fertile, dans le fond. Ouais. Typique de libido. C'est ça. Ouais. Puis ce qu'il faut savoir avec cette période-là aussi, pour les personnes qui sont à risque d'être enceintes, on peut tomber enceinte jusqu'à 5 jours avant l'ovulation. Fait que, tu sais, des fois, on se dit, ben c'est pas grave, tu sais, je peux avoir une relation sexuelle à risque parce que je suis pas dans mon ovulation, mais ça peut être 5 jours avant. Fait que ça, c'est important à savoir que les spermatozoïdes peuvent rester dans les voies vaginales puis qu'il y a un risque de grossesse pour les personnes qui ont des relations sexuelles à risque, là. Ouais. Après ça, on tombe dans la dernière phase de notre cycle, c'est la phase lutéale. Puis là, ben, c'est comme un peu séparé en 2 parties. J'aime vraiment ça la voir comme séparée parce que on va vraiment avoir un état différent au fil de cette phase-là. Fait qu'au début, après l'ovulation, on a encore notre estrogène qui va être là, mais en plus, il va y avoir la progestérone, qui est la deuxième hormone sexuelle, qui va venir un peu comme un effet pour se faire calmer, tu sais. Puis il va venir préparer l'utérus un peu, faire un petit nid douillet pour si jamais il va avoir une fécondation. Fait qu'on va se sentir peut-être un peu plus calme, un petit peu plus posé, sans nécessairement être tout de suite vraiment dans les gros symptômes de SPM. On va juste se sentir un peu plus apaisé. Vient la deuxième partie, après ça, de la phase folliculaire, que là, autant l'estrogène que la progestérone vont commencer à diminuer progressivement pour se rendre jusqu'à un niveau qui est super bas pour avoir les menstruations. Fait que cette chute-là d'hormones, c'est vraiment ça qui va causer tous les effets un peu du SPM qui vont être très variables d'une personne à l'autre. D'ailleurs, il y en a qui vont avoir aucun effet du tout. Ouais. Il y en a d'autres que ça va être à un autre extrême, que c'est vraiment un trouble dysphorique prémenstruel, puis que ça, c'est un diagnostic qu'il faut aller chercher de l'aide pour aller aider avec ces symptômes-là. Puis c'est pas juste quelque chose à prendre à la légère, là. Tu sais, ça peut être vraiment intense. Fait que c'est vraiment un spectre de chaque personne va le vivre différemment, mais c'est souvent dans cette phase-là, vraiment la deuxième partie de la phase lutéale, que là, on va commencer à ressentir des symptômes un peu plus de syndrome prémenstruel. Oui. Yes. Ça fait un beau portrait. J'adore ça. Puis, tu sais, j'ai juste envie de dire aussi que c'est pas normal de se sentir vraiment mal puis d'être en souffrance pendant notre cycle, peu importe la phase, en fait, là. Donc, tu sais, si on sent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ça, c'est un autre problème, en fait, d'adresser ça à des professionnels de la santé, parce que souvent, on va nous prescrire anovulant ou stérilet, machin. Puis, finalement, on fait juste comme envelopper le petit malaise puis le mettre à côté quand, dans le fond, il est encore là puis il persiste, tu sais. Fait que, bref, on en reparlera peut-être en étant dans la phase lutéale. Mais commençons avec l'hiver. Oui. Avec les menstruations. Comment on se sent? Mettons qu'on commence avec ça, là. Comment on peut se sentir dans cette phase-là? Parce que, dans le fond, au moment des menstruations, c'est ça, c'est la chute des hormones, de la progestérone et de l'estrogène qui fait que, dans le fond, notre endomètre va se détruire puis sortir, en fait, de notre corps. Fait que comment on se sent, puis j'aime ça que tu me parleras des saisons. J'aime ça avoir cette idée-là, parce que pour moi, c'est un peu, on se parlait un petit peu avant, puis
comment je le vois, moi, c'est que la saison nous donne vraiment comme une manière de vivre aussi. Je trouve qu'on a une belle image, en fait, avec l'hiver, puis en l'associant avec la phase, on a une belle image de comment on peut mieux peut-être la gérer pour se sentir bien à travers tout ça. Oui. Puis c'est le fun aussi de comparer aux saisons parce que ça vient vraiment l'imager. Fait que ça peut être difficile parce que justement ça varie tellement, mais de se raccrocher à ça, ces images-là, comme tu dis, ça permet de mieux comprendre. Là. Fait que l'hiver de base, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Ben c'est d'aller en mode cocooning. Fait que tu sais, vraiment ralentir. Je pense que c'est très difficile encore là, comme j'ai dit tantôt, de ralentir dans notre société de performance qui a des énormes attentes qu'on devrait être toujours performante au même niveau. Tu sais, fait d'accepter ça, de se laisser le droit de se reposer, ça peut être vraiment difficile puis challengeant au début pour beaucoup de personnes là. Absolument. Mais tu sais, c'est tellement nécessaire puis notre corps en a besoin. Parce que si on prend pas le temps d'écouter ces besoins-là pendant cette phase-là, ce qui arrive, c'est quand on passe aux prochaines, ben on n'arrive pas à aller tirer tous les beaux avantages, les beaux bénéfices de comme la remontée d'énergie parce que notre corps n'a pas eu ce qu'il avait de besoin, tu sais. Fait que vraiment de se remplir aussi pendant cette période-là. Je pense que c'est intéressant, mais on peut aller regarder tellement à plein de niveaux. Tu sais, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, parce que oui, on peut continuer quand même à faire de l'activité physique. S'il vous plaît. Selon nos besoins. Oui, c'est ça. Puis selon l'énergie qu'on a. Oui, bouger notre corps, tu sais, minimalement, là, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, d'aller adapter ça, le sommeil, la gestion du stress, il y a tellement plein de choses, comme je dis, qu'on peut aller adapter pendant cette phase-là, mais c'est vraiment ça le gros terme, c'est prendre soin de soi, tu sais. C'est souvent la phase qui est plus difficile parce que les gens peuvent avoir des crampes, peuvent être plus fatigués, des choses comme ça. Mais ça peut être justement une belle occasion de se mettre en place des petites actions, des petits rituels pour prendre soin de soi. Tu sais, comme voir sa première journée. Tu sais, souvent, les 2 premières journées, c'est là qu'on a le plus de douleur. C'est là que c'est le plus difficile. Les saignements peuvent être plus intenses et tout. Fait que de se mettre concrètement en tête, de se dire, ah ben moi, ma première journée, je vais me prendre 2 heures de self-care, mettons, ou juste 15 minutes si c'est pas accessible, parce que, tu sais, il y a plein de personnes qui ont des vies extrêmement chargées avec les enfants, avec le travail, etc. Mais juste comme se dire, hey, je vais prendre 1 heure ou 15 minutes pour moi, pour faire quelque chose qui fait du sens, puis pour un peu célébrer ça comme le début de son cycle, puis le laisser aller. Tu sais, c'est un peu comme, si on veut un peu plus au niveau imagé, puis tout ça, l'hiver, c'est la mort. C'est comme accepter de laisser aller les choses puis de recommencer à neuf. Fait que, tu sais, ça peut être une bonne occasion de faire un peu d'introspection, de voir, qu'est-ce qui me sert plus, qu'est-ce que je peux laisser aller, puis qu'est-ce que je veux accueillir après ça dans mon printemps, qu'est-ce que je vais aller planter comme petite graine, tu sais. Fait que c'est vraiment propre à chacun. Il y en a qui vont aller prendre des bains, la chaleur. Il y en a qui vont... C'est ça, tu sais, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais vraiment d'aller se remplir puis de manger aussi suffisamment, manger chaud puis soutenant, c'est super important dans cette période-là où on perd beaucoup de sang, là, dans le fond. Oui, faut comme planifier un peu. Faut comme, tu sais, moi, depuis que je vois puis je traque mon cycle, tu sais, souvent, on entend qu'on haït justement notre phase lutéale, notre phase menstruelle, puis qu'on aime donc la phase ovulatoire puis le folliculaire, tu sais, quand on est un peu plus en forme. Mais quand on apprend justement à se permettre de se reposer quand on en a besoin puis d'écouter notre corps, nos symptômes, tu sais, ça apaise vraiment grandement le truc. Tu sais, faire justement d'écrire. Souvent, en tout cas, je sais pas pour toi, mais pour moi, quand je suis dans ma phase menstruelle, souvent, j'ai beaucoup plus intuitive. Fait que j'ai comme des fois des petites épiphanies de ce que je laisse aller, tu sais, pendant justement ce moment-là. Puis c'est en prenant des pauses, tu sais, prendre une pause dans notre société, là, présentement, c'est comme pas facile. C'est pas facile parce qu'on vit justement sur un 24 heures qui est toujours à recommencer, tu sais. Je fais un petit aparté, mais comme tu sais, les hommes se réveillent le matin avec la testostérone dans le tapis, puis au fur et à mesure que la journée avance, leur réserve diminue, ils se couchent le soir, puis après ça, ben comme on repart. C'est ça. Tandis que nous, notre cycle est sur 28 jours, fait qu'il faut apprendre justement à contrebalancer comme toute cette longueur-là, puis de se reposer quand c'est le temps, tu sais. C'est ça, exact. Fait que ça peut être vu d'une façon positive au final, que c'est l'occasion de s'accorder ce temps-là pour se déposer. Puis comme tu dis aussi, c'est que si tu prends jamais le temps de t'arrêter, tu peux pas avoir
des réflexions. Tu sais, c'est comme, ça va tellement vite que ce moment-là où tu peux te déposer, justement, oui, tu as plus d'intuition aussi parce que tu n'as pas le choix de ralentir, puis que là, tu peux faire un peu plus d'espace dans ta tête, créer un peu plus de silence aussi autour de toi. Ça permet d'écouter qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur parce que sinon, dans tout le bruit constant, c'est impossible de prendre des décisions claires, de voir vraiment avec clarté qu'est-ce qui se passe. Fait que ça peut être un bon moment pour ça. Oui, c'est la cacophonie. Là. C'est ça. Revenir au silence, puis comme tu disais, même si c'est 15 minutes, c'est déjà ça. Ouais. De le faire consciemment, puis de juste s'arrêter, d'aller se coucher dans son lit ou de faire un yin, tu sais. Comme ça peut vraiment faire du bien. Là, tu sais, au travail, aller à la salle de bain pendant 5 minutes puis respirer un petit peu. Tu sais, c'est niaiseux, ça n'a pas besoin d'être la grosse affaire. Si tu as du temps, parfait, fais-les, tu sais. Mais sinon, des petits gestes au quotidien, c'est vraiment ça que moi, je vais travailler aussi en accompagnement avec les gens, d'aller voir c'est où que tu pourrais créer un petit peu plus d'espace pendant cette période-là. Oui. Puis l'idéal, ça serait que tout le monde puisse adapter vraiment son horaire à 100% dans leur agenda, mais c'est pas ça la réalité de tout le monde. Donc, on travaille avec ce qu'on a. Ça serait le fun qu'un jour, on puisse, en tout cas, du moins avoir des allègements, mettons, au niveau de notre cycle. Ouais. Regarde, on peut bien rêver. Pourquoi pas? Il y a des employeurs qui sont plus ouverts que d'autres. Oui, absolument. Ça commence à se parler. Les congés menstruels commencent à faire un peu leur chemin, mais c'est ça. Mais c'est ça, c'est pas parfait. Une chose à la fois. C'est ça. J'aimerais ça qu'on parle du sang menstruel parce que dans la menstruation, le sang est bien tabou. On en a donc bien peur. On est taché, pas taché. Comme on veut pas le montrer, souvent on s'en va à la salle de bain justement, puis on fait comme, OK, il faut pas que je le montre, que j'ai une Diva Cup ou une serviette ou peu importe. Fait que la consistance du sang, c'est vraiment... Moi, en tout cas, quand j'ai appris là-dessus, je trouvais ça bien cool parce que il y a pas d'éléments coagulants dans le sang menstruel. C'est vraiment des parties d'endomètre qui s'évacuent, de l'eau, des globules rouges. Puis c'est donc un sang qui est super pur, là, en fait, j'oserais dire, comme le sang. Mais comme, d'où vient ce tabou-là, tu sais? Où est-ce que on a appris à juste détester ça puis de pas vouloir le montrer? On dirait qu'il y a quelque chose qui nous, je sais pas, qui nous restreint en tant que femme. Tu sais, on peut-tu juste se mettre du sang d'en face puis comme arroser nos plantes avec, tu sais, il y a comme quelque chose avec ce sang-là qui est tabou, puis je voudrais juste l'adresser, finalement. Oui, puis tu sais, je pense que ça remonte à loin, puis que ça remonte, encore là, c'est des hypothèses dans ma tête de qu'est-ce que je pense, mais tu sais, tout court, la sexualité de la femme, puis tout ce qui est relié au vagin, à la vulve, ça a très été démonisé un peu, de dire que, tu sais, la femme n'est pas supposée... On n'est pas supposé regarder, tu sais, les parties génitales. On n'est pas supposé, tu sais, les toucher parce que c'est comme... Soit c'est sale ou soit, au contraire, c'est comme sacré puis comme... Ça doit être vraiment réservé juste au mari. À l'homme, ouais, c'est ça. Fait que ça a toujours été un peu tabou, tout ce qui est en lien avec le vagin. Puis que là, en plus, qu'il y ait du sang qui sort coule de là, c'est comme si c'était dégueu, tu sais, parce que on veut pas en parler, on veut pas savoir que tu saignes, alors que il y a beaucoup de personnes qui saignent au final, tu sais, on est vraiment beaucoup, là. On est quand même 50% de la population, là, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que ça vient peut-être de là, un peu de toute l'image teintée de la sexualité des personnes menstruées en général. Ça a eu un impact, clairement. Puis encore là, c'est pour ça aussi qu'avoir des relations sexuelles pendant les menstruations, c'est encore super tabou. Puis ça, je tiens à dire que chaque personne a son niveau d'aise par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont vraiment pas vouloir avoir de relations sexuelles. Touche-moi pas pendant cette période-là. J'ai mal, je me sens inflammée, ça va pas. J'ai vraiment pas le goût d'avoir de relations sexuelles. Puis c'est tout à fait correct. Puis il y en a d'autres qui vont vouloir en avoir parce que tu peux avoir une augmentation du désir sexuel aussi pendant tes menstruations parce que ça a un effet... Ça calme un peu les crampes, ça peut aider avec la douleur. Fait qu'il y en a qui vont ressentir ce besoin-là. C'est tout à fait correct aussi. Mais tu sais, de pas porter de jugement par rapport à ça. Tu sais, chacun a ses préférences, puis c'est pas sale en tant que tel du sang menstruel. Tu sais, c'est juste normal au final. C'est juste normal, c'est ça. Tu sais, il y a plein de bienfaits là, d'avoir une relation sexuelle ou de se masturber, mettons, pendant les menstruations. Ça, justement, là, ça réduit comme les douleurs, les crampes menstruelles. Donc, tu sais, ça nous met dans un état joyeux, quoi. C'est ça, ça l'aide à traverser cette phase-là qui peut être plus difficile. Mais encore là, si...
si une personne n'est pas à l'aise avec ça, ça se peut. C'est tout à fait correct. Chacun a ses propres limites par rapport à ça. Puis c'est important juste de s'écouter puis d'essayer de voir qu'est-ce qui est le mieux pour nous, avec quoi on se sent le plus à l'aise et tout. Exact. Comment notre partenaire aime ça ou pas. Puis on respecte tout le monde là-dedans. C'est bien parfait, tu sais. Allons-y avec la belle phase folliculaire. Oui, fait que la phase folliculaire ou le printemps, c'est vraiment là qu'on se sent un peu revivre. Là. On sent qu'on a plus d'énergie, c'est le temps de planifier un petit peu plus de choses à l'horaire. Encore là, on y va progressif. Puis on apprend vraiment à s'écouter là-dedans, de voir, tu sais, moi, ce que je suggère, c'est quand on a le temps juste de se réveiller le matin, tu sais, de prendre juste 30 secondes de plus dans son lit pour se dire comment que je me sens aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai le goût de faire? C'est quoi mes besoins? Qu'est-ce que j'aurais besoin pour me sentir bien aujourd'hui? Ça peut être un bon moment pour faire ça, tu sais. Ouais. Fait que oui, ça se peut qu'au début, tu sois encore fatigué, que tu sois encore un peu en hibernation. C'est ça aussi le printemps, tu sais. Il y a des phases qui recommencent à faire froid, il neige. Cette année, c'est un bel exemple de tout ça. Mais tu sais, c'est progressif puis c'est pas tout de suite de 0 à 100, tu sais. Fait que on y va progressivement, on recommence à sortir un petit peu plus. Puis c'est ça, quand on a pris vraiment le temps de bien se reposer puis que toutes les conditions sont là, ben là, on peut commencer un petit peu plus sortir de notre cocon puis aller chercher un petit peu plus d'intensité dans notre quotidien si on en a envie. Fait qu'autant des fois, au niveau de l'activité physique, des activités sociales, des choses comme ça peut être un bon moment aussi pour aller à ce niveau-là. Oui. Souvent, on a tendance à partir en fou, là, tu sais, quand on sort de nos menstruations, puis on fait comme, oh mon Dieu, mon énergie revient, je vais comme tout faire. Puis souvent, c'est comme pas la bonne chose à faire parce qu'après ça, on aura comme notre petite pile d'énergie va comme être limitée à la fin, là, si on part en fou au début. Fait que, mettons, quels sont, tu sais, tu parles d'exercice physique. Mettons qu'on parle là-dessus. On a comme, en même temps, c'est un peu la même chose, tu sais. Comment on peut adapter notre quotidien à cette phase-là, tu sais, le printemps, c'est comme on se réveille, mais comme on se dégourdit aussi. Fait que, qu'est-ce que tu conseilles au niveau, tu sais, du corps, de l'alimentation, de l'exercice physique? Comment qu'on peut s'aider à travers ça, là? C'est sûr qu'il n'y a pas encore beaucoup de recherches sur le sujet. Malheureusement, c'est vraiment plate, là, mais tout ce qui est en lien avec ça, on n'a comme pas beaucoup d'études qui démontrent qu'un certain type d'entraînement serait mieux, mettons, pour certaines phases ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment d'y aller avec son ressenti puis d'apprendre à comprendre, tu sais, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Plutôt que de se mettre de la pression à faire une certaine chose, mais vraiment d'écouter c'est quoi notre ressenti puis notre niveau d'énergie qu'on a pendant cette phase-là, je pense que c'est super bien. Puis au niveau de l'alimentation, ben aussi, tu sais, reprendre un peu son énergie de tout ce qu'on a perdu, là. Fait que, tu sais, manger tout ce qui est du fer, des choses comme ça, c'est sûr que c'est un bon moment pour faire ça aussi, je pense, pour venir recréer un peu sa réserve là, pendant que notre utérus se reconstruit littéralement. Oui, effectivement. C'est une bonne période aussi pour entamer ou préparer des nouveaux projets, de se mettre de commencer en tout cas, de se mettre en action, créer du mouvement. C'est une période aussi où cognitivement, on est plus moins dans brume, parce que dans les menstruations, on est souvent un peu plus dans le brouillard. C'est ça. Fait que c'est un beau moment pour justement débuter des nouveaux projets, puis commencer à penser à planifier pour le reste du mois. T'sais. C'est ça, semer des graines. Encore là, semer des graines, j'aime ça. On sème des graines, après ça, les fleurs vont sortir à l'ovulation. Yes. Puis tu sais, tu parlais de la recherche, puis malheureusement, on est encore beaucoup peu étudié en tant que personne avec un utérus. Malheureusement, parce que ça tend à changer, là, heureusement, tu sais, avec des études qui sortent depuis récemment sur justement le cycle menstruel ou bien aussi simplement que les protections hygiéniques, qui est pas le bon mot en fait, là, produits menstruels. Tu sais, ça aussi, c'est encore ça, tu sais, c'est comme si c'était une protection pour notre hygiène, tu sais. C'est comme ça, encore là, ça réitère encore le tabou puis l'idée de la saleté de tout ça, tu sais. Fait que, t'as-tu d'autres choses à dire pour la phase folliculaire? On dirait que c'est quelque chose qui est un peu moins garni parce que c'est plus facile un peu. On sort des menstruations. Puis après ça, on s'en va dans notre ovulation, qui est notre été intérieur. Très court. Oui, c'est ça, qui est très court, qui dure
24 à 48 heures à peu près. Donc, c'est très court. Oui, un petit pic de joie très, très rapide. Là. C'est ça, ouais. Fait que cette phase-là, ben c'est ça, c'est vraiment le pic. On peut avoir des effets même des fois au niveau de la peau, des cheveux, là. C'est vraiment, tu sais, ça a l'air un peu gougou, là, mais tu sais, c'est vraiment vrai. Avec les hormones, on peut vraiment voir comme le glow. Mais comme on a dit aussi, c'est important de se rappeler que c'est pas tout le monde qui le vit de cette façon-là. Il y en a pour qui la montée d'estrogène va être difficile sur le corps. Puis, tu sais, des fois, il peut y avoir des petits débalancements aussi. Fait que on peut avoir certains symptômes, des choses comme ça. Fait que, mais en général, c'est l'été. Fait qu'on se sent bien, on est social, on a plus de désir sexuel aussi. Ça peut être un bon moment pour essayer des nouvelles pratiques, essayer des nouvelles choses. Tu sais, on se sent plus en confiance. Puis on se sent plus aussi enclin à aller vers l'autre. Fait que, tu sais, de communiquer si on veut proposer des nouvelles choses, comme je dis, autant au niveau de sa sexualité que des nouveaux projets. Ça peut être des bons moments pour donner des conférences, des ateliers. Tu sais, on se sent vraiment à notre top. Fait que ça peut être un bon moment pour ça, là. Mais encore là, c'est les deux phases qui sont vues plus positivement par la société. Ouais. Puis, fait que c'est ça, tu sais, les gens le vivent mieux généralement. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit peu moins de choses à dire parce que on veut plutôt préparer pour les phases qui sont un petit peu plus difficiles pour bien soutenir les gens, puis qu'au final, pas mal toutes leurs phases aient des bénéfices, parce que les bénéfices sont assez évidents pour cette phase-là. Pour cette phase-là. Puis c'est ça, c'est malheureux parce qu'on focus aussi sur la positivité de ça, puis je trouve que ça enlève la positivité du reste quand ça peut vraiment l'être. Là, oui, exact. Moi, cette phase-là, je l'appelle la phase Rihanna. Fait que... mais c'est ça. Puis le pic d'estrogène, dans le fond, va faire un pic de LH aussi. Puis c'est là, en fait, que l'ovulation va se créer, là, que l'ovule va sortir du follicule. Puis que ça va peut-être être fécondé, cette affaire-là. C'est ça. Puis je pense qu'il est important aussi de parler, c'est par rapport aux sécrétions vaginales dans cette période-là. C'est là que je m'en allais. Je pense que ça pourrait être intéressant de parler de ça parce qu'on parlait de fertilité, etc. Fait que, tu sais, il y a certains indices aussi qui nous permettent de voir dans notre corps, est-ce qu'on se rapproche de notre phase fertile. Puis ça, quand on apprend à les connaître, ces signes-là, c'est empowering aussi, tu sais, de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans son corps. Puis ça vient un peu confirmer comme, ah ben oui, tu sais, là, je m'en viens vers cette phase-là. C'est des signes physiques, c'est comme un peu des preuves, tu sais, comme concrètes de qu'est-ce qui se passe. Fait que j'aime bien ça parler aussi des sécrétions vaginales. On appelle ça la glaire cervicale. Ouais. Puis, dans cette période-là, dans le fond, qu'on est proche de l'ovulation, les sécrétions deviennent de plus en plus comme un blanc d'œuf. Fait que, tu sais, après les menstruations, c'est très sec, là. Il y a pas grand-chose. Éventuellement, progressivement, ça redevient un peu plus épais, un peu plus collant aussi. Ouais. Puis plus on avance... serré. C'est ça. Ouais. Plus on avance dans la phase folliculaire vers l'ovulation, ben là, ça devient vraiment comme un blanc d'œuf, là. Fait que, tu sais, quand comme on est plus bien... filant, mettons. C'est ça. Tu sais, mettons, là, ce qu'on m'a appris dans ma formation, c'est vraiment que si tu le prends entre tes deux doigts, puis que tu fais ça comme ça, ben ça va suivre, ça va pas comme rester tout collé sur ton doigt. Non, c'est ça. Ça va s'étirer, là. Ça file. C'est ça. Ouais. Ça aussi, tu sais, ça peut être tabou de parler de ça, de toucher sa glaire cervicale, mais ça peut être un outil, justement, pour les gens qui veulent, en fertilité, avoir un enfant ou, au contraire, qui veulent prévenir une grossesse. Encore là, c'est pas une méthode de contraception. Non, seulement ça. C'est très important de dire ça. Faut que ça soit combiné avec d'autres choses, là, mais ça peut être quand même intéressant de... regarder tout ça puis d'apprendre à connaître son corps. C'est vraiment ça, c'est comme de connaître c'est quoi nos propres schémas, qu'est-ce qui se reproduit à chaque mois puis tout ça, fait que de voir cette belle évolution-là, c'est le fun aussi. Fait qu'au niveau des sécrétions vaginales, c'est un des signes de fertilité. Oui. Puis, tu sais, quand on voit, en fait, cette glaire-là qui est comme plus filante, 12 à 14 jours après, en fait, c'est la seule phase, en fait, qui est comme la phase lutéale, là, qui s'en vient. C'est la seule phase qui est comme vraiment plus stable au niveau du nombre de jours. La phase folliculaire peut varier vraiment plus. Puis, donc, c'est ça, quand on voit cette petite glaire filante-là, 12 à 14 jours après, là, on sait qu'on va possiblement être dans nos menstruations, tu sais. Exact. Fait que j'aimerais ça que tu me parles du rôle de la testostérone là-dedans, parce que, tu sais, on parle souvent, justement, de désir, tu sais, d'augmentation de libido. On se sent glowy, on a envie de séduire. Puis là, on en a un petit peu parlé au départ,
part, mais comme qu'est-ce que la testostérone, tu sais, qu'on associe souvent aux personnes qui ont un pénis, en fait, mais on la voit pas dans nos corps avec des utérus, mais elle est vraiment présente, là, tu sais. Oui, c'est ça. Puis, en gros, c'est ça, ça va vraiment jouer au niveau du désir sexuel. Fait que, aussi, il y a des personnes qui ont des troubles du désir ou des enjeux à ce niveau-là, puis que finalement, ça peut être hormonal, tu sais. Fait qu'aussi, toutes les personnes qui sont en périménopause ou en postménopause, encore là, des fois, il y a des enjeux au niveau de la testostérone, puis on le sait pas. Tu sais, on va surtout penser à la progestérone puis à l'estrogène, mais non, il y a aussi la testostérone qui a un impact sur tout ça. Donc, tu sais, ça a vraiment un impact au niveau du désir sexuel. Puis ça peut faire aussi, tu sais, d'autres symptômes dans le corps. Fait que c'est pour ça que ça peut être pertinent dans certains cas d'aller tester les hormones, surtout dans ces périodes-là de périménopause pour voir la testostérone aussi est rendue où, tu sais, parce que l'estrogène puis la progestérone vont beaucoup varier dans le cycle, même chez une personne en périménopause. Mais la testostérone, souvent, elle va être un peu plus stable. Fait que ça, c'est une donnée plus fiable qu'on peut aller vraiment tester par une prise de sang, souvent pour voir les niveaux dans le corps, même chez les personnes avec un utérus. C'est très pertinent aussi, là. Oui. Puis aussi, tu sais, là, moi, j'ai un passé en fertilité, donc, tu sais, avec des ovaires polykystiques, tu sais, qui est un trait, en fait, de l'augmentation de la testostérone à ce niveau-là. Fait que, tu sais, si vous essayez de concevoir un bébé, ben des fois, justement, quand ça fonctionne pas, ben d'aller se renseigner puis d'en parler, ça peut faire en sorte que ça nous aide à être mieux accompagnés, en fait, là, à ce niveau-là. Par rapport à ça, justement, tu sais, je crois qu'il y a beaucoup un peu de démonisation encore là, de la contraception parce que les gens croient que c'est ça qui va mener à l'infertilité, mais ça, c'est un mythe aussi. Qu'est-ce qui arrive avec la contraception? C'est que ça peut être très bien, mais c'est que ça cache si jamais il y a quelque chose en dessous. Fait que qu'est-ce qu'on voit souvent? C'est que les gens vont prendre la contraception pendant, mettons, 10 ans. Puis après ça, ils vont l'arrêter, puis ils vont se découvrir un trouble des ovaires polykystiques, de l'endométriose, etc. Plus ça va être difficile en fertilité, tu sais. Mais c'est important de comprendre que c'est pas la contraception qui a causé ça. Ouais. C'est vraiment juste que, étant donné qu'on met un peu notre cycle sur pause, ce qui est nécessaire si on est à risque de grossesse puis on n'en veut pas, ben on cache un peu notre vrai cycle, mais c'est pas une cause à effet. T'sais, c'est pas parce qu'on a pris de la contraception nécessairement que ça l'a mené à ça. Je pense que c'est important aussi de faire la distinction, là. Oui, 100%. 100%. Mais on voit ça souvent, justement, des gens qu'on associe les deux, là. Oui, mais on voit aussi souvent des gens, comme je dis, qui en prennent, puis qu'après ça, ils arrêtent, puis ils remarquent qu'il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas. En fait, c'est un peu mon cas, là. Quand j'ai pris, moi, des anovulants de genre 13 ans à 20 à peu près. Puis quand j'ai voulu tomber enceinte, ça fonctionnait pas, tu sais. Fait que c'est là, comme mon processus de fertilité a commencé. Mais c'est sûr que c'est toujours... On se remet toujours en question. Là. C'est comment j'ai-tu fait quelque chose qui était pas correct? Tu sais, c'est-tu ça? Mais dans le fond, ça a vraiment pas de lien, là. Non, exact. Ouais. Après ça, la belle phase lutéale. Lutéale, oui. L'automne. Oui, l'automne. Moi, que j'adore. Moi, je suis à mon jour 22, là, présentement. Okay. Donc, je suis dans ma phase lutéale. Moi, j'adore la phase lutéale. Pour toute l'intuition puis l'ancrage que ça m'amène. Ouais. Il y a vraiment quelque chose. Puis là, c'est peut-être l'âge qui parle, là, ici. Mais... L'âge quand même. Je suis quand même en périménopause, là. Je prends de la progestérone bioidentique aussi depuis quelques mois, ce qui apaise grandement ma phase lutéale. Mais ouais, c'est une phase que j'aime beaucoup. Fait que c'est l'automne intérieur. Oui. Puis, petite parenthèse aussi, tu sais, tu dis l'âge, là, mais ça peut commencer quand même très tôt, la périménopause. Tu sais, je veux dire, t'es pas vieille. Là, non, mais non. Ça peut commencer vraiment très tôt. C'est bien à savoir aussi qu'on peut commencer à avoir des changements hormonaux, tu sais, à partir des fois de 35 ans. Là, ça commence 10 ans souvent. Ça peut être entre 10 puis un petit peu moins que ça aussi, là, mais avant l'arrêt des menstruations. Fait que, tu sais, l'âge moyen de la ménopause, c'est comme 51 ans. Ouais. Mais ça peut être plus tôt que ça aussi. Fait que, tu sais, justement, autour de 35 ans, les gens peuvent commencer à ressentir des changements hormonaux, mais ils se disent, non, c'est pas ça, je suis bien trop jeune. Mais ça peut être ça. Fait que c'est important d'aller pousser. Puis si jamais on a des symptômes qui nous incommodent,
d'advocate pour ça, puis d'aller pousser un peu plus loin là-dessus. Là. Oui, 100%. Puis c'est... En fait, moi, je consultais parce que j'avais des extrêmes maux de tête quand je prenais des anovelants. Fait qu'il y a eu une période après mes enfants où j'ai pris des anovelants, j'avais des maux de tête incroyables. J'ai arrêté les anovelants, j'avais encore des maux de tête incroyables. Fait que là, j'étais comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis plus je vieillissais dans les dernières années... Ben, je vieillissais, on s'entend, là, quand même bien rien que 38 ans. Mais plus, tu sais, je gagnais en maturité, plus mes symptômes physiques étaient vraiment intenses, tu sais, dans ma phase lutéale, mais comme au départ, c'était 2-3 jours avant mes menstruations, puis là, plus ça avançait, plus cette période-là s'étirait, puis ça devenait comme interminable. Fait que c'était quasiment toute ma phase lutéale, tu sais, qui était comme un calvaire de douleurs physiques, tu sais, maux de sein, maux de dos, un peu comme quand on accouche finalement, là, tu sais. Fait que, tu sais, dans le premier épisode, je disais que je dormais avec un pad chauffant. C'est depuis ce temps-là que je dors avec un pad chauffant. Parce que ça me fait tellement de bien, en fait, dans cette phase-là. Mais tout ça pour dire que j'ai réussi à avoir un gynécologue après 4 ans d'attente dans notre beau système de santé. Puis, on m'a prescrit de la progestérone bioidentique, finalement. Puis, tu sais, je parle à tellement de personnes avec un utérus qui sont dans cette même situation-là de pas trop se comprendre, d'avoir des symptômes incroyables au niveau de leur phase lutéale, puis de se shamer, tu sais, elles-mêmes, là, d'être comme, ben voyons, je suis rendue complètement folle, quand, dans le fond, c'est lié à nos hormones, c'est lié à l'augmentation, justement, de la progestérone puis la diminution de l'estrogène dans cette phase-là, qui fait que, ben c'est normal qu'on ait des symptômes, là, tu sais. C'est quoi les symptômes associés, mettons, au SPM, là, les plus... on les connaît, mais mettons qu'on les répète. Ben, je pense que ce serait intéressant aussi de regarder, justement, qu'est-ce qui peut être considéré comme normal, puis qu'est-ce qui pourrait être plus comme... Oui. Ça vaut la peine d'aller investiguer vraiment comme une dysphorie, là. Fait que, tu sais, de base, se sentir un peu plus fatigué, un petit peu plus irritable, ça peut avoir un purpose, tu sais, comment on dit ça en français? Une raison d'être, tu sais, ça a une raison d'être. Puis notre franglais. Puis, tu sais, ça peut être pertinent d'aller l'identifier, tu sais, dans cette phase-là. Tout ce qui est la frustration, la colère, ça peut être bien d'aller regarder qu'est-ce qui se cache là-dedans parce que des fois, c'est des choses qui s'accumulent depuis des mois, des semaines, mais qu'on se dit, c'est pas grave, on le cache en dessous du tapis tout le temps. On le remet plus tard, c'est pas important, c'est moi qui overreact et tout. Mais non, tu sais, c'est vraiment quelque chose souvent qui nous dérange pour vrai. Puis ça peut nous donner des bons points de départ sur qu'est-ce qu'on veut aller travailler, qu'est-ce qu'on veut qui change dans notre vie. Ça peut être très difficile d'accepter que c'est correct de vivre de la colère puis que c'est nécessaire pour faire un tri de qu'est-ce qui est injuste, qu'est-ce qui nous convient plus, etc. Mais ça a une raison d'être, tu sais. Quand ça n'impacte pas nos activités de la vie quotidienne, nos relations sur une base régulière, que ça ne cause pas de détresse, tu sais, il y a des gens qui peuvent vraiment, quand on est plus dans le trouble de dysphorie prémenstruelle, on peut avoir vraiment des symptômes dépressifs, des idées suicidaires, des symptômes d'anxiété qui impactent vraiment notre quotidien, tu sais, notre capacité à aller au travail, à aller faire nos activités, notre ménage, nos choses comme ça. Fait que, tu sais, quand ça cause vraiment une détresse, là, c'est peut-être un signe qu'il faut aller consulter pour recevoir de l'aide là-dessus. Mais sinon, si c'est juste comme se sentir un petit peu plus irritable, se sentir moins agréable, ça peut être quelque chose à aller un petit peu pousser un petit peu plus loin puis de se dire pourquoi je ressens le besoin d'être agréable tout le temps. Exact. Mais c'est la plus... Moi, c'est pour ça que je l'aime, cette phase-là. C'est la plus belle phase où on est capable, justement, en tout cas, connecté à soi, là, de faire de l'introspection puis d'aller faire, justement, ben voyons, pourquoi? Pourquoi? Tu sais, la colère, on la démonise tellement quand c'est une émotion qui est absolument extraordinaire, là. C'est le point de... Tu sais, c'est comme le spark du feu, là. C'est ce qui nous fait nous mettre en action, tu sais. Fait que d'aller s'introspecter puis de comprendre pourquoi on la ressent, cette colère-là, pourquoi on l'a mis sur le... Tu sais, qu'on l'a balayé sous le tapis pendant X nombre de temps avant, ou tout autre symptôme, là, en fait.
Tu sais, c'est vraiment une belle période pour ça, tu sais. Oui, puis tu sais, je pense que c'est mal reçu par la société. Là encore, je vais parler de femmes plus par rapport à la socialisation. Oui. Mais tu sais, les femmes ont souvent été plus socialisées dans tu sais, c'est plus la tristesse. Puis la colère, c'est dérangeant. Puis on devrait pas prendre cette place-là puis être dérangeante. Il faudrait être comme c'est une émotion masculine. Exactement. Fait que tu sais, ça peut être plus difficile aussi par la socialisation qu'on a reçue de vivre cette colère-là, mais comme tu dis, elle a sa place, puis c'est bien d'aller explorer ça, puis c'est pas grave des fois d'être comme de parler fort ou encore là, j'encourage vraiment pas la violence. Non, c'est pas verbale. Non, c'est ça, c'est pas la violence, c'est la colère. C'est tellement différent, tu sais, de ressentir de la colère puis d'être violent. Il y a comme, on a quand même une grosse marge, tu sais. Comme les personnes avec un pénis qui ont été socialisées à, justement, tu sais, valoriser cette colère-là ou cette impulsivité-là, puis à mettre sous le tapis toutes les émotions qui sont plus dites féminines, comme la tristesse, puis en fait, juste ressentir ces émotions-là. Comme. Fait que, il y a quelque chose à aller toucher là-dedans, puis la phase lutéale, c'est une belle phase pour ça. Oui, exact. Fait que c'est pas à ignorer, mais encore là, tu sais, comme j'ai dit, si jamais ça cause vraiment de la détresse, t'es pas supposé vouloir laisser ta partenaire à chaque fois que tu tombes dans ta période lutéale, à moins que ça aille vraiment pas bien dans ton couple, justement. Là. Mais tu sais, des grosses choses drastiques comme ça que tu manques à chaque fois, tu sais, virer ta vie à l'envers alors qu'il n'y a pas vraiment de raison que, tu sais, sinon tu trouves que ça va super bien. Mais là, ça pourrait être aussi... Ça peut valoir la peine d'aller regarder un petit peu plus loin pour voir si, au niveau hormonal, il n'y a pas un problème, là, quelque chose qu'il faut qu'il soit investigué. Oui, 100%. Fait que ballonnement, digestion un peu plus lente ou en tout cas... C'est ça, ouais. Acné aussi, tu sais, tantôt on parlait d'une belle peau glowy, machin. Là, on est plus vraiment dans la partie où on prend plus soin, en fait. C'est ça. Puis tu sais, je pense que les habitudes pendant la phase lutéale ont aussi vraiment un gros impact sur comment qu'on va se sentir juste avant de tomber dans ces menstruations, puis pendant les menstruations. Tu sais, si on est plus stressé, on dort pas assez, qu'on prend beaucoup d'irritants, là, fait que, tu sais, café à n'en plus finir, de l'alcool, d'autres choses comme ça peut vraiment contribuer à avoir des symptômes de SPM plus forts, puis des menstruations qui vont être plus douloureuses, plus difficiles. Fait que c'est vraiment le temps aussi de faire un effort au niveau des habitudes de vie pendant cette période-là, c'est super important. Puis de manger encore là assez pour pouvoir faire des réserves pour sa période menstruelle. Fait que, tu sais, manger des bons gras, manger des protéines, c'est super important pendant cette période-là pour que notre corps soit prêt à la phase menstruelle puis que ça se passe mieux, justement. Ça soit plus en douceur. Là. C'est ça peut vraiment avoir un impact sur comment qu'on va vivre cette phase-là, les habitudes de vie. Puis ça, c'est pas quelque chose non plus qui est vraiment exploré en général. On n'apprend pas ça. Non. Mais quand on met des petites choses au quotidien pour ça peut vraiment mieux se passer dans ces périodes-là avec ces petits ajustements-là. Ah oui, 100%. Tu sais, je dis souvent que la santé globale impacte notre vie sexuelle et vice-versa. Tu sais, notre sexualité impacte aussi notre bien-être global. Ouais. Puis, le cycle menstruel hormonal rentre là-dedans, là, c'est sûr, 100%. Ouais. Puis tantôt, on a abordé juste 3 secondes le couple, mais comme, t'aurais-tu un truc, mettons, parce que tu disais, tu sais, c'est pas normal de vouloir laisser ta partenaire quand t'es dans ta phase lutéale, puis c'est pas normal non plus que ta partenaire veuille juste sacrer son camp pendant cette phase-là, tu sais. Est-ce qu'on a des trucs pour comme peut-être amener notre partenaire à mieux comprendre justement ou à en tout cas du moins ça, tu sais, comme y montrer notre calendrier puis faire comme OK là ça se peut que je sois un petit peu plus irritable puis c'est correct chérie, tu sais. C'est ça. Je pense que vraiment par la communication à l'avance. Tu sais, la première étape, c'est vraiment nous apprendre à nous connaître pour savoir c'est quoi nos récurrences au courant du mois puis pouvoir les prévoir un peu puis de pouvoir être capable vraiment de le communiquer à son ou sa partenaire, tu sais, de comme hey, là, je m'en viens vers la deuxième partie de ma phase lutéale, ça se peut que je sois un petit peu plus irritable. Puis par ce travail-là d'introspection, puis d'apprendre à se connaître, de voir un peu qu'est-ce que j'ai de besoin, dans le fond, moi, pendant ces périodes-là qui sont plus difficiles. Parce que quand on est irritable, encore là, c'est qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Puis c'est que souvent, quand on est dedans, c'est trop tard pour être comme
on n'a pas le goût de dire « Hey, chérie, j'aurais besoin que tu me crisses la paix un petit peu. » Oui, c'est ça. C'est comme... T'as déjà pogné le bouillon, là. Ouais. Fait que, tu sais, de le voir d'avance, « Hey, moi, j'ai besoin d'être laissée en paix. » Puis d'avoir plus d'espace pendant cette période-là. Fait que tu peux le dire à l'avance, d'être comme « Hey, là, je m'en viens vers cette période-là. J'aurais besoin d'un petit peu plus d'espace, de temps pour moi, seule. » Au contraire, il y a d'autres personnes qui c'est comme « Ah, ben moi, j'aurais besoin que tu prennes soin de moi, puis que tu m'amènes une bouillotte, puis que tu me flattes les cheveux. » Puis c'est correct, les deux sont corrects. On a tous des besoins différents quand on se sent pas super bien. Mais de le savoir, c'est quoi qu'on a de besoin, puis d'être capable de bien le verbaliser pour pas fâcher l'autre, tu sais, c'est bien. Puis de le dire aussi, ça se peut que je sois plus irritable. Fait que l'autre personne, de son côté, ben si elle comprend qu'est-ce qui se passe, puis que peut-être qu'elle a fait des recherches aussi de son côté, parce que c'est pas juste à nous d'éduquer les personnes qui connaissent pas, s'il vous plaît, le cycle. Fait que, tu sais, d'aller faire des recherches par eux-mêmes, puis de comprendre, hey, ça se peut qu'elle soit un petit peu plus irritable. Fait que je vais être un peu plus... Oui, et puis d'apprendre à poser la question aussi, tu sais, de quoi t'aurais besoin, plutôt que de juste faire... Voyons, t'es-tu encore dans ta semaine, tabarnak? Tu sais, à un moment donné, tu sais, il y a comme aussi tout ce changement de perception-là qu'on peut avoir soi-même envers les autres. Tu sais, qu'on ait un utérus, qu'on soit menstrué ou non, là. Et comme juste de rajouter un peu d'empathie puis d'amour là-dedans, je pense que ça peut faire toute la différence. C'est ça, vraiment. Fait que la communication des deux côtés, des deux personnes qui sont impliquées dans le couple, c'est super important que chacune fasse son petit bout pour se rejoindre dans le milieu puis que ça se passe mieux, plutôt que de juste être fâché puis de se cambrer l'un contre l'autre puis qu'au final, ça fasse des flamèches à chaque fois puis que justement, on pense à se séparer à chaque fois. Mais non, c'est ça. C'est pas lourd, c'est pas vivable. Couple, non, c'est ça. Exactement. On passe à notre petit moment mielleux de l'épisode, présenté par Sex Plus, qui est mon partenaire pour le podcast. Puis aujourd'hui, je vous présente le petit vibromasseur uni. Il y a un H, on dirait que je ne sais jamais comment le nommer. C'est un petit vibromasseur. Tu sais, parce que se masturber pendant notre cycle... peu importe la phase, ça peut être vraiment intéressant. Justement, on parlait tantôt, que ce soit pendant les menstruations ou non. Puis il me faisait penser à, justement, il est comme rouge un peu. Il me faisait penser au cycle menstruel. Un petit utérus. Ouais, fait que c'est le Uni de Vedo, qui est un stimulateur clitoridien qui a 10 modes de vibration. Il y a un design super ergonomique. Regarde, on le tient avec nos doigts. Super cool. Il y a 3 stimulations. Les petites oreilles qui vibrent avec, en fait, il vibre au complet, avec une petite bosse ici, puis il est comme nervuré sur son corps. Fait que il est vraiment intéressant. Un beau petit jouet à se procurer pour le plaisir pendant toute phase de notre cycle, quoi. Fait de silicone, il va dans l'eau. Que tu peux l'utiliser dans le bain. C'est-tu pas extraordinaire? Fait que, voilà. Tu peux te le procurer. Si ça te tente, sur le site de sexplus.com avec mon code promo qui est ça goûte le miel 15 pour 20% de rabais. Fait que merci à Sexplus pour ça. Okay. Je te le laisse ici. Je te l'offre. Puis là, on finit ça avec des petites questions en rafale qui font comme résumer notre discussion. Parfait. Un truc in, un truc out à propos des... excuse-moi. À propos du cycle menstruel hormonal en 2025. Qu'est-ce qui est in puis out? Out, je pense vraiment performer son cycle. Fait qu'encore là, on voit tellement d'informations sur comment optimiser son cycle menstruel puis essayer d'acheter des produits puis de faire plus. Fait que ça, c'est vraiment out de vouloir le performer puis que ça soit parfait, je pense. Puis ce qui serait in, ce serait le contraire de ça, puis d'apprendre à s'écouter soi, puis connaître ses propres variations, vu que chaque personne est différente, chaque personne a des besoins différents. Fait que d'apprendre à se faire confiance dans son intuition de qu'est-ce que moi j'ai de besoin, est-ce que je connais bien mon corps, puis d'arrêter de vouloir aller chercher tous les conseils puis de tous les appliquer en même temps parce que c'est impossible puis ça fait juste ajouter plus de stress. Oui, ça permet de moins se juger aussi, je trouve. C'est ça. De juste comme revenir à soi. Finalement. Vraiment. Puis encore là, petite parenthèse, on n'en a pas parlé, mais je trouve que c'est vraiment important. Mais le stress, c'est l'ennemi juré des hormones sexuelles puis du cycle hormonal. Ouais. Fait que, tu sais, on veut baisser son stress en apprenant à connaître son cycle. On veut pas aller en rajouter par-dessus parce que ça va contre l'essence de pourquoi on voudrait suivre notre cycle puis s'écouter. Tu sais, le stress tue tout, là, en fait. Là, tu sais, c'est comme si t'es en mode survie, tu vas pas avoir de libido. Si t'es en mode survie, tu vas pas être justement ancré dans ton corps. Tu vas juste comme être prête à
à bouger pas à te sauver, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça serait ça. Un très bon conseil. Merci. Un geste de micro ou de grand féminisme que tu poses toi-même à travers ton cycle menstruel, mettons? Ben, je pense d'en parler ouvertement de quand je suis dans ma semaine, quand que je suis dans mon ovulation. Tu sais, de pas avoir peur de le dire. Puis de quand que je suis dans ma semaine, justement, si j'ai besoin de sortir une serviette sanitaire pour aller aux toilettes, ça a l'air banal. Là, mais quand j'étais jeune, là, ça me gênait tellement de sortir ça. Puis je voulais que personne ne le sache que je suis dans ma semaine. Fait que là, maintenant, je le dis, puis ça me dérange pas. Puis justement, tu sais, je suis fière d'en parler. Puis de... Yes. Quand il y a des gens qui sont inconfortables, ça me rend quasiment contente parce que... Oui, mais ça rouvre les discussions. Ben, c'est ça, exact. Ça fait réagir. Puis c'est rien, au final, là, je veux dire, il y en a plein de personnes qui sont menstruées en ce moment même. Fait que, tu sais, vraiment d'être capable de le dire puis de l'assumer puis de pas avoir à cacher cette partie-là de moi, là. Ouais, je suis d'accord avec tout ça. Ton crush, ce qui t'allume de la tête aux fesses présentement? Oui. Ça peut être n'importe quoi, là. Musique, un artiste, un livre, peu importe. En ce moment, je pense Stevie Nicks de Fleetwood Mac. Oh! Je suis vraiment... j'ai comme... Il y a eu un retour de ça, là, de genre Silver Springs, là, sur Internet. Je sais pas si t'as vu passer ça, là, mais j'écoutais vraiment ça quand j'étais plus jeune. Puis là, j'ai comme un retour de Fleetwood Mac, là, passion en ce moment. Ah, j'aime. Je vais aller écouter ça. Je recommande. Tu m'enverras ça. Où est-ce qu'on peut te trouver? Quels sont tes projets pour finir? Ben là, en fait, j'ai une page Internet que c'est sexosoin.ca. Fait que là, vraiment, c'est comme ma vitrine un peu là, pour voir qu'est-ce que je fais puis tout ça. Mais je suis vraiment plus active sur Instagram. Fait que Instagram Sexosoin. Je vous le recommande pour du contenu éducatif. Je parle aussi 100%. Beaucoup de mes projets. Puis tu sais, je fais plein d'ateliers, des activités. J'organise des événements aussi tout le temps dans le thème du bien-être, la santé hormonale, la santé sexuelle. Fait que ça, c'est vraiment la place pour me rejoindre. J'ai aussi Facebook que j'utilise un petit peu moins. Puis TikTok TikTok, je suis vraiment pas assidue. Là. C'est quelque chose que je veux développer, mais que pour l'instant, c'est pas ma plateforme préférée. Ouais. Fait que je dirais vraiment, tous les réseaux sociaux, mais surtout Instagram, puis ma page web. Yes, je vais mettre tout ça dans le descriptif de l'épisode. Génial. Merci tellement d'être venu aujourd'hui avec moi, jaser de cycle menstruel hormonal. Je pense qu'on aurait pu faire comme 3 épisodes là, d'affilée là-dessus. Merci au Cool Club pour... Merci les gars. Merci. D'être là. Merci à vous d'être là. Toujours au rendez-vous. Puis on se retrouve pour un autre épisode. Merci.